Vous a-t-on déjà traité d'idiot pour avoir fait ce que vous pensiez juste? Durant l'été de 1976. Très bien. Commençons les enchères à 38 000. J'ai 40 000. Maintenant, 42. 42. 45. Une fois. Quelle récolte, les gars? La meilleure jusqu'à présent. Le travail d'équipe a payé. Tu l'as dit. Au suivant. Et quelque chose de plus doux, le parfum dangereux du crédit facile. La chaleur de juillet s'abattait sur le parking en gravier comme une main. 32 degrés à 10 heures du matin, le genre de chaleur qui poussait les hommes à desserrer leur col et à parler trop fort d'argent qu'ils n'avaient pas encore. Le maïs se négociait à 3,20 $ le boisseau, un prix qui aurait fait pleurer de joie les grands-pères. La demande à l'exportation avait explosé du jour au lendemain, les acheteurs internationaux chargeant le grain américain sur des navires aussi vite que les silos pouvaient les remplir. Chaque banque de l'Iowa semblait fonctionner sur des poignées de main et des signatures, l'argent coulant comme le ruisseau après la fonte des neiges. Thomas Sullivan se tenait près de la clôture du fond, les mains enfoncées dans les poches de sa salopette en jean, le tissu usé, doux et pâle aux genoux après des décennies à s'agenouiller dans la terre noire. À 43 ans, il paraissait plus vieux. Le soleil de l'Iowa avait buriné son visage jusqu'à le faire ressembler à la terre elle-même, ridée, honnête et inflexible. Ses mains portaient les cicatrices d'un millier de réparations, de petites lignes blanches sur ses articulations là où les clés avaient glissé et le métal avait mordu. Il mâchonnait une tige de Gaultieri et observait la foule avec des yeux qui voyaient plus que ce que la plupart des hommes prenaient la peine de chercher. La ferme de Carl Henderson était liquidée, morceau par morceau, la voix du commissaire-priseur planant sur la foule dans cette mélopée hypnotique qui transformait la tragédie en commerce. Henderson s'était trop endetté, trop vite, avait acheté du matériel qu'il ne pouvait pas entretenir, contracté des prêts qu'il ne pouvait pas rembourser. Maintenant, tout ce qu'il avait accumulé en 5 années frénétiques retournait au monde à moitié prix. Les plus jeunes dans la foule y voyaient une opportunité. Tom y voyait un avant-goût. Victor Crawford ait remporté l'enchère pour un tracteur International Harvester 1466 presque neuf pour 38 000 $, et le son qu'il a émis après le coup de marteau était un pur triomphe. Vic mesurait 1,88 m avec des épaules qui remplissaient sa chemise à boutons pression nacrés comme s'il était né pour la porter. Âgé de 28 ans, les cheveux blonds déjà clairsemés au sommet du crâne, il se déplaçait dans le monde comme un homme qui n'avait jamais rien perdu d'important. Il avait hérité de la ferme voisine de celle des Sullivan 5 ans plus tôt et avait immédiatement hypothéqué chaque hectare pour acheter les 2 parcelles de l'autre côté. Il conduisait une nouvelle camionnette Ford avec la climatisation d'usine. Sa femme portait des vêtements de grands magasins de Des Moines. Vic croisa le regard de Tom de l'autre côté de la cour et son sourire s'élargit en quelque chose qui n'était pas tout à fait amical. Le vieux Sullivan cultive toujours avec des pièces de musée. Soit tu t'agrandis, soit tu disparais, Tom. C'est la seule façon d'avancer. Les hommes autour de Vic rirent, car c'est ce que font les hommes quand quelqu'un de jeune et de bruyant parle avec la certitude du nouveau succès. Tom ne répondit pas. Il avait appris il y a longtemps que le silence était une forme de réponse en soi. Frank Morrison se tenait à côté de Vic, une étude de contraste. 45 ans, un costume impeccable malgré la chaleur, des lunettes qui attrapaient le soleil quand il tournait la tête. Frank dirigeait la banque en ville. Il était allé à l'école avec Tom à l'époque où l'école signifiait une seule pièce et un poêle à bois. Mais Frank était allé à l'université, puis était revenu avec des idées sur l'agriculture moderne, le déploiement de capital et les ratios d'endettement. Il regardait les fermes comme certains hommes regardaient les machines, comme des systèmes qui pouvaient être optimisés. Tu devrais t'agrandir, Tom. Je peux t'obtenir un taux d'intérêt de 10% sans poser de questions. La voix de Frank portait la chaleur étudiée d'un homme qui gagnait sa vie grâce à la confiance. Tom secoua la tête, continuant de travailler la tige de Gaultieri entre ses dents. Mon père m'a appris à craindre la dette plus que la sécheresse. Le sourire de Frank n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Ton père cultivait dans un monde différent. La voix du commissaire-priseur changea de ton, passant de l'enthousiasme à quelque chose de plus proche de l'embarras. Ils en arrivaient maintenant au matériel oublié, les articles poussés contre la clôture du fond, là où les mauvaises herbes poussaient à travers le béton fissuré.
Une équipe d'hommes en salopette le traîna à la vue de tous et le bruit de la foule changea, des vagues de rire se propageant comme le vent dans le blé. La moissonneuse-batteuse Massey Ferguson, 510, aurait dû être impressionnante. Avec sa large barre de coupe de 5,50 m, son gros moteur diesel Perkins, le genre de machine qui pouvait récolter une section de blé en une seule longue journée. Mais celle-ci ressemblait à quelque chose dragué du fond d'une rivière. Elle était restée dans un bosquet de peupliers pendant une décennie, peut-être plus. Les énormes pneus étaient craquelés et dégonflés, le caoutchouc fondant dans la terre. La peinture autrefois rouge vif s'était estompée en un rose maladif par endroits, s'écaillant en plaques pour révéler des constellations de rouille orange en dessous. Des oiseaux avaient construit des nids dans le compartiment moteur. La toile de la cabine pendait en lambeaux, des fils blanchis par le soleil bougeant dans la brise comme les fantômes de jours meilleurs. Quelqu'un avait collé une pancarte magnétique sur le côté « Ferraille en l'état ». À quoi pensait le vieux Henderson avec ce truc? Il a probablement grippé la première semaine où il l'a eu. La voix de Vic porta à travers l'assemblée, assez fort pour que tout le monde entende. Bon sang, tu dépenserais plus en diesel juste pour traîner ce tas à la ferraille que ce que tu en obtiendrais pour le métal. Le commissaire-priseur avait l'air d'un homme forcé de vendre sa propre honte. Il était le cousin de Henderson, regardant l'héritage familial se dissoudre en argent et en humiliation. Très bien, finissons-en. Que m'offrez-vous pour cette relique agricole? Commençons au prix de la ferraille. Qui me donne 500 $? Le silence lui répondit. Le seul son était le vent sifflant à travers le réservoir à grains vides, une note creuse qui semblait porter tous les regrets de Henderson. Tom s'approcha, ses bottes craquant sur les éclats de peinture et la boue séchée. La foule s'écarta légèrement, les hommes reculant comme s'ils ne voulaient pas attraper la folie qui poussait une personne à examiner des ordures. Mais Tom ne regardait pas des ordures. Il regardait au-delà de la rouille et des nids d'oiseaux pour voir ce qui était réellement là. Le châssis était droit, aucune fissure visible dans la structure principale, aucune déformation évidente due à des impacts ou à des contraintes. Les réducteurs finaux semblaient intacts, de lourds carters en fonte qui coûteraient des milliers de dollars à remplacer s'ils étaient cassés. Il fit lentement le tour de la machine, ignorant les ricanements et les commentaires chuchotés. La tôle était cabossée et balafrée, mais elle n'était pas transpercée par la rouille aux endroits critiques, les endroits où l'intégrité comptait plus que l'apparence. Il monta à l'échelle et son poids la fit gémir en signe de protestation. De près, la décomposition était encore pire. Des excréments de souris partout, des nids de guêpes nichés dans les coins, des années de crasse accumulées recouvrant chaque surface. Mais il jeta un coup d'œil dans le compartiment moteur et quelque chose dans sa poitrine sursauta. Le bloc lui-même semblait solide, aucune fissure visible dans la fonte. Les bouchons de dessablage étaient intacts, de petits détails qui lui disaient que le moteur n'avait pas subi de dommages catastrophiques dus au gel. Il connaissait ce moteur, en avait reconstruit 2 au fil des ans. Un diesel Perkins 6 cylindres en ligne, un monstre de couple assez simple à réparer avec des outils de base si l'on comprenait ce que l'on faisait. Il descendit et donna un coup de pied dans l'un des pneus à plat. Le flanc était dur comme du béton, très craquelé, mais le talon était toujours scellé à la jante. Il fit le tour par l'arrière, inspectant le broyeur et les secoueurs. Tout était figé par la rouille, mais rien n'avait été cannibalisé. Toutes les pièces étaient là maintenant. 4 cents, alors. La voix du commissaire-priseur avait pris un ton suppliant, juste pour la sortir de la propriété. 4 cents, monsieur. Vous récupérerez ça sur les pneus si vous arrivez à les enlever. Vic croisa le regard de Tom de l'autre côté de la cour et son sourire devint acéré. Tu penses à acheter un nouveau semoir, Hayes? Tu pourrais probablement faire fondre ce truc et en faire quelques centaines d'éléments semeurs. Ses amis hurlèrent de rire. Tom sentit la chaleur lui monter au cou, mais ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était quelque chose que son père lui avait inculqué à travers des années difficiles et des leçons encore plus dures. Un refus obstiné de laisser les autres hommes lui dire ce qui avait de la valeur. Il regarda le commissaire-priseur et s'éclaircit la voix. La voix tomba dans la foule comme une pierre dans une eau calme. Toutes les têtes se tournèrent. Le silence était total, un choc rendu palpable.
La mâchoire de Vic tomba littéralement une seconde avant de se refermer, son visage se recomposant en un sourire narquois qui ne cachait pas tout à fait la confusion en dessous. Le commissaire-priseur cligna des yeux. J'ai une offre de 200 de la part de Tom Sullivan. 200 dollars. J'ai 250, quelqu'un pour 225. Il regarda autour de lui désespérément, mais personne ne bougea. Ils regardaient tous Tom, l'homme qui venait de se porter volontaire pour devenir l'exemple à ne pas suivre du comté. Vendu. Le marteau s'abattit sur sa paume avec un claquement sec. À Tom Sullivan pour 200 dollars. Que le Seigneur t'aide, mon fils. Vic s'approcha alors que la foule commençait à se disperser, les hommes secouant la tête et marmonnant entre eux à propos des idiots et de leur argent. Il resta là un moment, regardant de Tom à la montagne de ferraille. « Tu as finalement perdu la tête, Sullivan. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est juste de l'entêtement. » Tom croisa son regard sans ciller. « Mon matériel est payé. » Vic secoua lentement la tête, le geste d'un homme regardant un enfant faire une terrible erreur. Mon nouveau 1466 sera rentabilisé en une saison. Tu vas passer tout l'hiver juste à essayer de faire bouger ce truc. Et pourquoi? Pour économiser quelques dollars. Mes factures sont payées, Vic. L'expression du plus jeune homme se mua en quelque chose qui ressemblait presque à une véritable inquiétude, ce qui était en quelque sorte plus insultant que la moquerie. Tu vis dans le passé, Sullivan, et le passé ne paye pas les factures en 1976. Il s'éloigna, retournant vers son nouveau tracteur, laissant Tom seul avec son achat. La moissonneuse-batteuse gisait là, dans la chaleur de l'après-midi, comme un monument aux mauvaises décisions, mais quelque part au fond de sa poitrine, sous le doute et l'inquiétude de ce que Maggie dirait, Tom sentit une petite étincelle de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir ou de la pure fierté obstinée. Ramener la Massey Ferguson à la maison se transforma en une bataille de 3 jours contre la rouille et la physique. Les tiges de valve des pneus s'étaient complètement corrodées, fusionnées en blocs solides de laiton oxydé. Tom passa un après-midi entier avec de l'huile pénétrante, une brosse métallique et une pince étau, travaillant chaque tige jusqu'à ce que ses mains soient prises de crampes. Le caoutchouc était si craquelé qu'il était certain que les pneus exploseraient dès que l'air y entrerait. Mais d'une manière ou d'une autre, ils tinrent, se gonflant en forme étrange, sifflant et grinçant, mais supportant la pression du vieux compresseur d'air entraîné par la prise de force qu'il avait montée sur son John Deere 4020. La direction était bloquée, les barres d'accouplement solides soudées aux essieux par une décennie de corrosion. Après 2 heures de chaleur et d'huile pénétrante, Tom abandonna et déconnecta le vérin de direction hydraulique principale. Il enchaîna l'essieu avant pour qu'il reste droit. La moissonneuse-batteuse devrait être remorquée comme un traîneau mort. Les freins étaient serrés comme le poing d'un avare. Il rampa dessous avec une masse et frappa sur les actionneurs jusqu'à ce que ses bras lui semblent sur le point de tomber. La sueur coulant sur son visage et se mélangeant à la poussière de rouille jusqu'à ce qu'il ait l'air d'avoir été trempé dans de l'argile rouge. Finalement, une roue se libéra avec un gémissement qui semblait monter de la terre elle-même, puis l'autre. Il recula son camion à grain Chevrolet C60 de 1965 jusqu'à la moissonneuse-batteuse, fabriqua une barre de remorquage à partir de profilés en U lourd et la boulonna au châssis avec des boulons de qualité 8 d'un demi-pouce. C'était brut, dangereux, probablement illégal, mais c'était tout ce qu'il avait. Le trajet de 13 kilomètres jusqu'à la maison prit presque une journée entière. Maggie suivait dans le 40-20 avec les feux de détresse allumés, une petite silhouette sur le siège du grand tracteur, sa présence constante même quand il ne pouvait pas voir son visage. Tom ne pouvait pas pousser le Chevrolet au-delà de 8 km par heure. La moissonneuse-batteuse se balançait et gémissait derrière lui, son poids immense testant les freins du vieux camion à chaque creux de la route. À chaque ferme qu'il passait, les hommes arrêtaient ce qu'ils faisaient pour regarder. Ils pouvaient sentir leur jugement comme de la chaleur sur son dos. Dalton Brennan passa dans sa rutilante camionnette Ford, ralentit, secoua la tête avec la même expression apitoyée et accéléra en s'éloignant dans un nuage de poussière de gravier. Quand Tom arriva enfin dans sa propre allée, le soleil touchait l'horizon ouest. Il était couvert de graisse, de sueur et de rouille, épuisé jusqu'à la moelle d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis ses 20 ans. La ferme des Sullivan s'étendait autour d'eux, 130 hectares de terre noire de l'Iowa,
La même terre que son arrière-grand-père avait défrichée avec des mules en 1867. La ferme blanche de 2 étages se dressait, construite en 1889 avec du bois transporté du Minnesota. Sa peinture était fraîche car Tom l'avait grattée et repeinte lui-même l'été précédent. Maggie descendit du 40-20 et s'approcha avec un verre de thé glacé, la condensation coulant sur les parois. Elle avait 40 ans, les cheveux bruns attachés en queue de cheval, portant une chemise en flanelle délavée, malgré la chaleur. Elle regarda l'énorme épave garée à côté de la grange, puis le regarda lui. « Tom, tu es sûr de toi? » Il but une longue gorgée, le thé froid et sucré coupant la poussière dans sa gorge. « Je crois que oui. Je pense qu'il y a une bonne machine là-dedans, quelque part. » Les dames à l'église parlaient. Sa voix était douce, mais il pouvait entendre l'inquiétude sous-jacente, le poids des opinions des autres pesant sur ses épaules. Elles disaient que tu étais insensé, que tu laissais l'orgueil prendre le pas sur le bon sens. Laisse-les parler. Leur mari paie 20% d'intérêts à la banque, pas moi. Elle étudia son visage un long moment, puis hocha la tête une fois et retourna à la maison. C'était Maggie. Elle exprimait son inquiétude, mais une fois qu'elle voyait qu'il était décidé, elle se tenait à ses côtés. Le savoir de cela rendait la moissonneuse-batteuse qui se trouvait là un peu moins impossible. Quand la première neige tomba en novembre, Tom commença le vrai travail. La grange devint à la fois sanctuaire et prison pendant ces longs mois d'hiver. Une seule ampoule nue pendait des chevrons, projetant des ombres dures sur la moissonneuse-batteuse démontée. Il commença par le démontage, chaque étape révélant la profondeur de la décomposition de la machine. L'huile qu'il vida du carter sortit comme une boue noire, épaisse de gravier et de particules métalliques. Il retira les injecteurs un par un, étiquetant chacun avec du ruban de masquage et un crayon gras. Puis vint le couvre-culasse, le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement. Tout était corrodé, grippé, lui résistant à chaque étape. Daniel lui apporta du chocolat chaud la troisième nuit, le visage sérieux du garçon de 7 ans naviguant dans le désordre de la grange. Danny avait les yeux de sa mère et les mains de son grand-père, montrant déjà les signes de la carrure qui ferait de lui un fermier. « Papa, pourquoi on n'achète pas du neuf? » Tom posa sa clé et regarda son fils. « Parce que le neuf coûte de l'argent que nous n'avons pas, et réparer ça ne coûte rien d'autre que du temps. Mais Monsieur Crawford a des choses neuves. Monsieur Crawford a des prêts, nous non. Le temps est la seule chose que nous avons plus que l'argent. » La culasse fut la première grande bataille. Les boulons de culasse étaient rouillés dans le bloc, pratiquement soudés par une décennie d'oxydation. Tom mit un tuyau de près de 2 mètres sur sa plus grande barre de force et y jeta tout son poids. Le boulon ne bougea pas. Il le trempa dans de l'huile pénétrante pendant 2 jours entiers, puis alluma son chalumeau et chauffa le bloc autour du boulon jusqu'à ce que la fonte devienne rouge cerise. Pendant qu'il était encore chaud, il frappa la tête du boulon avec un marteau, essayant de déloger les filets. Puis il remit le tuyau et tira à nouveau. Avec un crissement qui lui fit grincer des dents, le boulon se libéra. Il répéta le processus 17 fois de plus. Il fallut 1 semaine juste pour retirer la culasse. Quand il souleva enfin la culasse avec son palan à chaîne, il vit la vérité. La soupape d'échappement du cylindre numéro 5 était restée ouverte à cause de la rouille des années auparavant, probablement le premier hiver où la moissonneuse-batteuse était restée à l'abandon. La pluie et la neige s'étaient écoulées par le tuyau d'échappement à travers la soupape ouverte et s'y étaient accumulées. Au fil des ans, la paroi de ce cylindre s'était transformée en une masse solide de rouille piquée. Le piston y était fusionné, soudé par la corrosion en un seul bloc de fer inutile. Les 5 autres cylindres étaient parfaits, leurs parois montrant encore le motif en croisillon du rodage d'usine, protégé par un mince film de vieille huile. Juste ce cylindre, ruiné par une soupape coincée et 10 ans d'intempéries. Il resta là, dans la grange froide, à regarder le cylindre en ruine et sentit le poids de son pari de 200 $ l'écraser. Les commérages à la coopérative avaient été incessantes. J'ai entendu dire que Sullivan essaie de débloquer cette vieille massée. Plus d'argent que de bon sens, celui-là. Il aurait pu acheter une Gleaner d'occasion décente pour ce qu'il va dépenser en pièces. C'est à la 4e semaine que le doute frappa le plus fort. Tom était assis seul dans la grange après minuit, fixant ce cylindre gelé. Sur son établi se trouvait un catalogue de concessionnaires qu'il avait pris en ville. Moissonneuse-batteuse Gleaner d'occasion, 8 500 $.
La banque lui prêterait probablement l'argent. Tout le monde obtenait des prêts. Les taux d'intérêt étaient encore raisonnables à 10%. Il pourrait cultiver avec une machine en état de marche à la prochaine récolte au lieu de parier sur cette épave. Son souffle formait des nuages dans l'air glacial. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de la cuisine que Maggie laissait toujours allumée pour lui. Tout le monde dit que tu es fou. Peut-être qu'ils ont raison. Les mots se formèrent dans son esprit, amers et froids comme le vent de décembre qui secouait les portes de la grange. Puis il pensa aux derniers mots de son père, prononcés sur un lit d'hôpital à Des Moines, il y a 7 ans. Les mains du vieil homme étaient minces et tachetées par l'âge, mais sa poigne avait été forte quand il avait attrapé le poignet de Tom. Ne les laisse pas prendre cette terre. Ne laisse jamais un banquier posséder ta récolte avant qu'elle ne soit semée. Tom regarda le catalogue un long moment de plus, puis il le ferma, se dirigea vers le baril à ordures et le jeta dedans. Le lendemain matin, avant l'aube, il conduisit à 3 comtés de là, dans une casse dirigée par un homme nommé Sam Reeves. Sam avait 70 ans si ce n'est plus, avec des mains comme des racines de chêne noueuses et des yeux qui pouvaient repérer le bon métal à 100 mètres. Tom trouva ce dont il avait besoin dans le coin arrière du terrain, un bloc moteur Perkins provenant d'un générateur industriel incendié. Il paya en espèces 200 $ et le ramena à la maison à l'arrière de son camion. Il n'avait pas besoin de tout le bloc, juste du piston et de la chemise de cylindre. Dans l'atelier, il construisit une presse improvisée avec un vieux cric hydraulique et quelques poutres en nid qu'il avait gardées et pressa soigneusement la chemise rouillée hors du bloc moteur de sa moissonneuse-batteuse. Le son qu'elle fit en se libérant était comme un cri de métal, un hurlement qui semblait porter toutes les années de décomposition avec lui. Pendant des semaines après cela, il travailla avec un rodoir, nettoyant l'alésage où la nouvelle chemise s'insérerait, le mesurant avec des micromètres jusqu'à ce que les dimensions correspondent aux spécifications d'un manuel d'atelier usé. Il nettoya chaque piston, vérifia chaque segment, grattant le carbone avec une brosse métallique. Il commanda un nouveau jeu de joints chez un concessionnaire à Des Moines, payant en espèces avec l'argent de la boîte à café où Maggie gardait l'argent des œufs. La solitude de ce travail était un poids en soi. Tandis que d'autres fermiers se réunissaient au café en ville, parlant des semailles de printemps et comparant leurs notes sur le nouveau matériel, Tom était seul dans la grange, les mains noires de graisse, à reconstruire un moteur que la plupart des gens considéraient comme de la ferraille. La radio lui tenait compagnie, les bulletins agricoles, les prix des céréales et les prévisions météorologiques, la musique de fond de la vie rurale. Certains soirs, Maggie apportait le dîner à la grange, une assiette recouverte d'un torchon. Elle s'asseyait sur un seau renversé et le regardait travailler, ne disant pas grand-chose, juste étant présente. Un soir de fin janvier, elle rompit le silence. « Je crois en toi, Tom. » Il leva les yeux de la soupape qu'il rodait, les mains crispées et froides. « Même quand j'ai l'air du plus grand idiot du comté de Henderson. » Surtout à ce moment-là. Son sourire était petit, mais sincère. « Parce que tu es mon idiot. » Ces moments le faisaient tenir quand le travail semblait sans fin et le résultat incertain. Le moteur se remonta pièce par pièce étiquetée, se transformant lentement de pièces éparses en quelque chose d'entier à nouveau. Il reconstruisit le démarreur, rebobinant l'induit à la main. Il épissa de nouveaux câbles là où les anciens avaient été rongés par les souris. Il remplaça chaque conduite de carburant par un nouveau tuyau en caoutchouc. Mais ce que personne dans cette foule de ventes aux enchères ne savait, ce que même Maggie ne comprenait pas entièrement, c'est que Tom Sullivan s'était préparé pour ce moment toute sa vie. Son père, James, avait fini de payer la ferme en 1954, après 2 décennies de pauvreté écrasante. Chaque dollar comptait, chaque achat était une décision angoissante. En 1969, mourant sur un lit d'hôpital avec Tom assis à ses côtés, le vieil homme avait attrapé le poignet de son fils avec une force surprenante. Ne laisse jamais un banquier posséder ta récolte avant qu'elle ne soit semée. La dette est une chaîne. Tu la portes assez longtemps, tu oublies ce que c'est que la liberté. Tom avait hérité de la ferme à 36 ans, l'avait travaillé aux côtés de son père pendant 15 ans à ce moment-là. La leçon lui avait été inculquée non par des mots, mais en regardant son père prendre un millier de petites décisions, chacune privilégiant la liberté à la croissance, la sécurité à l'ambition. La barre de coupe de 5,50 m était trop large pour les champs en terrasse de la ferme Sullivan.
Elle dépasserait sur les bords, impossible à manœuvrer. Alors, Tom acheta 2 vieilles barres de coupe John Deere de 3 mètres à une autre vente aux enchères pour 50 $ chacune. Dans son atelier, il les découpa avec un chalumeau, des étincelles tombant en cascade sur le sol en béton. Il disposa les pièces comme un puzzle géant, mesurant et calculant. Avec son poste à souder à Lock Lincoln, il commença à fabriquer une seule barre de coupe rigide de 4 mètres, la taille parfaite pour son exploitation. Le travail était lent et précis. Chaque soudure devait être parfaite, chaque renfort correctement positionné. Il renforça le châssis avec de l'acier supplémentaire, reconstruisit le mécanisme d'entraînement de la barre de coupe, adapta le convoyeur de la Massey Ferguson. Cela ne lui coûta que du temps, des baguettes de soudure, de l'électricité et de la patience. Une patience de broyage sans fin. Début juin, la moissonneuse-batteuse était de nouveau entière. Le moteur, fraîchement peint en verre Perkins, brillait sous les lumières de la grange. La barre de coupe sur mesure était montée et testée, la lame de scie fonctionnant sans à-coups. Il avait remplacé les 2 batteries, rempli le réservoir de diesel frais, purgé le système de carburant 3 fois pour s'assurer qu'il ne restait plus d'air dans les conduites. Le matin où il décida de la démarrer, Tom se tenait à la porte de la grange, regardant le soleil se lever. Ses mains tremblaient légèrement, d'épuisement ou de nervosité, il n'était pas sûr. 9 mois de travail avaient mené à ce moment. 9 mois de doute, de doigts gelés et de détermination silencieuse. Il monta sur le siège de l'opérateur. L'acier usé était froid de la nuit. La clé était raide dans le contact. Il prit une profonde inspiration et la tourna. Le démarreur gémit, faisant tourner lentement et laborieusement le gros moteur 6 cylindres. 1 fois, 2 fois. La compression était énorme, la résistance presque plus que ce que le démarreur pouvait supporter. À la 3e révolution, une bouffée de fumée blanche toussa de la cheminée d'échappement. À la 4e, une autre. Le moteur essayait. Il attrapa la bouteille d'été et lui donna une injection rapide pour l'aider. Un tour de plus, et puis c'est arrivé. Avec un rugissement qui fit tomber la poussière des chevrons, le diesel Perkins s'alluma. Il toussauta et crachota, rejetant un épais nuage de fumée noire et de flocons de rouille qui s'étaient cachés dans le système d'échappement. Puis il se stabilisa sur un ralenti martelant et rugueux, le son de 6 pistons entraînant 6 bielles, la musique de l'explosion contrôlée et de l'ingénierie de précision. Tom resta assis là, les mains sur le volant, tremblant. C'était le plus beau son qu'il ait jamais entendu, non pas parce qu'il était doux ou silencieux, mais parce que c'était une preuve. La preuve qu'il avait eu raison de regarder au-delà de la rouille. La preuve que le travail invisible avait de la valeur. La preuve que parfois, les choses que tout le monde appelle des déchets ont encore de la vie en elles. Il le laissa tourner pendant 20 minutes, regardant la jauge de température monter, écoutant les cognements ou cliquetis étranges. Le moteur tourna de manière irrégulière au début, puis se lissa à mesure que les cylindres chauffaient et que les segments se mettaient en place. Quand il l'arrêta enfin, le silence qui suivit sembla en quelque sorte plus plein qu'auparavant. Dehors, il entendit des voix. Danny arriva en courant de la maison, 9 ans maintenant, grandissant comme son grand-père, avec Maggie derrière lui. « Papa, ça marche! »« Est-ce que ça marche vraiment? » Tom descendit, les jambes chancelantes. « Oui, mon fils, ça marche vraiment. » Maggie se tenait à la porte de la grange, le soleil du matin derrière elle formant un halo autour de ses cheveux. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais elle souriait. « Je n'ai jamais douté. »« Si tu as douté, je le voyais dans tes yeux parfois. »« D'accord, oui, mais j'ai fait confiance quand même. Ça s'appelle la foi. » Il voulait dire quelque chose sur l'amour, sur le partenariat, sur la façon dont sa présence silencieuse l'avait gardé sain d'esprit pendant le long hiver. Mais un moteur de camion interrompit. La Ford de Vic ralentissant sur la route. À travers la porte de la grange, Tom le regarda s'arrêter. Vite le visage du jeune homme alors qu'il réalisait que la moissonneuse-batteuse tournait. Vit son expression se crisper avant qu'il n'accélère et s'éloigne. Tom Sullivan avait dépensé 200 $ et 9 mois de sa vie pour ramener une machine morte de la ferraille. Il l'avait fait seul dans une grange froide pendant que le monde extérieur avançait sans lui. Il avait été moqué, pris en pitié et rejeté comme un idiot vivant dans le passé.
Mais debout là avec sa famille, écoutant le tic-tac du métal qui refroidissait, sentant la fumée de diesel qui flottait encore dans l'air du matin, il savait quelque chose que les moqueurs ignoraient. L'avenir que tout le monde poursuivait à crédit et à coups de promesses, cet avenir avait un prix. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, cette facture arriverait. Quand ce serait le cas, l'homme sans dette et avec une machine qu'il avait reconstruite de ses propres mains serait toujours debout. Il ne savait juste pas encore à quel point ce jour arriverait vite, ni à quel point le règlement de compte serait terrible. Au printemps de 1978, la Massey Ferguson avait fait ses preuves pendant une saison de récolte complète. La barre de coupe sur mesure avait proprement coupé 100 hectares de soja et de blé, le Perkins reconstruit tournant fort de l'aube jusqu'à l'apparition des étoiles. Les silos de Tom s'étaient remplis de bons grains, vendus au prix les plus élevés. 130 boisseaux par acre fois 320 écrits fois 3,50 $, le boisseau signifiait des chiffres qui faisaient de la solitude de l'hiver un lointain souvenir. Après les coûts, il avait dégagé 45 000 $. 30 000 de cette somme allèrent directement sur le compte en banque qu'il avait ouvert le lendemain des funérailles de son père, celui que Maggie appelait leur fonds de liberté. Vic Crawford cultivait alors 320 hectares, ayant acheté la propriété Peterson ce printemps-là pour 200 000 $ avec une signature et une poignée de main à la banque de Frank Morrison. Sa flotte de matériel avait grossi comme une tumeur. L'International Harvester 1466A, une moissonneuse-batteuse à flux axial 1460 assortie, et un tracteur articulé à 4 roues motrices Steiger qui ressemblait plus à un engin de chantier qu'à une machine agricole. Le Steiger seul avait coûté 85 000 $ neufs. Sa dette totale avait dépassé les 280 000 $, mais le maïs se négociait toujours au-dessus de 3 $, et la valeur des terres grimpait de 15 % par an, et l'avenir ne semblait promettre que plus encore. L'agent du comté Miller se présenta à la ferme des Sullivan un mardi après-midi de fin avril, sa berline gouvernementale laissant des traces de pneus dans l'allée encore meuble. C'était un homme dans la cinquantaine qui portait des lunettes et tenait un presse-papier comme un bouclier. Quelqu'un qui était allé à l'université et avait appris à parler de l'agriculture en termes de viabilité économique et d'efficacité du capital, plutôt que de terre, de météo et de la façon dont la lumière du matin se posait sur le maïs en croissance. Monsieur Sullivan, les données gouvernementales montrent que 130 hectares ne sont pas économiquement viables à long terme. Avez-vous envisagé de vous agrandir? Tom reconstruisait l'embrayage de son Farm de 1951, le vieux tracteur que son père avait acheté neuf 27 ans plus tôt. Ses mains étaient noires de graisse, sa salopette tachée de liquide hydraulique. Viable pour qui? J'ai dégagé 45 000 l'année dernière sans aucun paiement de dette. Miller déplaça son poids, consultant son presse-papier comme s'il contenait des arguments que Tom n'avait pas déjà considérés. Mais pensez à votre potentiel avec 260 hectares du matériel moderne. Vous pourriez tripler ce profit. Et 200 000 $ de prêt. Non, merci. L'agent partit en secouant de la tête. Un autre fermier qui avait choisi la sécurité plutôt que le progrès. Un autre exemple à ne pas suivre pour les séminaires qu'il donnerait l'hiver suivant sur la maximisation de la productivité agricole dans un marché concurrentiel. Daniel avait 12 ans cet été-là, grand pour son âge, et montrait déjà les signes du fermier qu'il deviendrait. Il passait ses soirées à la foire du comté, et c'est là qu'il rencontra Jennifer Morrison. C'était la fille de Frank, âgée de 12 ans, avec les cheveux noirs de sa mère et l'esprit vif de son père. Ils s'assirent ensemble sur la grande roue, partageant une barbe à papa, deux enfants ignorant que leur amitié symboliserait un jour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un pont entre les anciennes et les nouvelles méthodes, entre la prudence et l'ambition, entre les familles qui survivraient à ce qui allait arriver et celles qui ne le feraient pas. Frank s'arrêta à la ferme des Sullivan un soir de juin, sa berline tournant au ralenti dans la cour, pendant que Tom finissait de graisser l'entraînement de la barre de coupe de la Massey Ferguson. Le banquier avait l'air prospère, son costume repassé malgré la chaleur, ses chaussures encore brillantes du cirage de la ville. « Tom, je donne à Vic Crawford un crédit supplémentaire de 100 000 $. Il achète la parcelle Anderson. Tu es sûr de ne pas vouloir participer? La valeur des terres a augmenté de 40 % cette année seulement. » Tom se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon déjà noir de vieille graisse.
Frank, tu es mon ami. Alors je vais te le dire franchement, tu fais une erreur. Vic est surendetté. Le visage du banquier se crispa sur la défensive. C'est une vieille façon de penser, Tom. L'agriculture change. Les fermiers qui ne s'adaptent pas seront laissés pour compte. Tom voulait en dire plus, voulait attraper son vieil ami par les épaules et le secouer jusqu'à ce qu'il comprenne que les chiffres sur le papier n'étaient pas la même chose que la terre sous les ongles, que l'effet de levier n'était qu'un autre mot pour une chaîne que l'on soude autour de son propre cou. Mais il pouvait voir dans les yeux de Frank que l'homme avait déjà choisi sa voie, s'était déjà convaincu que cette fois était différente, que le boom ne finirait jamais, que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. En 1979, la fièvre avait atteint son paroxysme. Une terre qui s'était vendue 800 dollars l'acre en 1970 en valait maintenant 3200. Le taux préférentiel était à 12%, mais cela semblait raisonnable quand le maïs se négociait à 4 dollars le boisseau et que la demande à l'exportation faisait tourner les silos à plein régime. Earl Butz, le secrétaire à l'agriculture, était constamment à la radio agricole, sa voix crépitant dans les haut-parleurs des granges et des cabines de camions à travers l'Iowa, prêchant un évangile d'expansion. Planté d'une clôture à l'autre. Soit vous vous agrandissez, soit vous disparaissez. L'agriculture américaine nourrit le monde. Les conversations au restaurant en ville avaient changé. Les hommes ne parlaient plus de savoir s'il allait pleuvoir ou de l'aspect du maïs qui levait. Ils parlaient de ratios d'endettement, de retour sur investissement et d'implications fiscales. Ils parlaient avec des abréviations qui auraient mystifié leur père. Des termes comme le ratio pré-valeur, le retour sur investissement et le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. L'agriculture était devenue une entreprise et les entreprises devaient croître. La femme de Vic, Rachel, conduisait un nouveau break Chevrolet, portait maintenant des vêtements qui venaient de grands magasins de Des Moines au lieu du catalogue Sears. Le dimanche à l'église, elle s'asseyait au troisième rang avec ses deux enfants, Beth et Mark, ayant l'air de la prospérité même. Elle avait invité Maggie à un club d'investissement pour femmes qui se réunissait le mardi soir pour discuter de l'achat de biens locatifs avec du capital emprunté. Maggie y était allée une fois, avait écouté des femmes parler de taux d'appréciation et de déduction d'intérêts hypothécaires, puis avait poliment décliné de revenir. C'est pour ça que tu resteras toujours petite, Maggie. Le succès exige des risques. La voix de Rachel portait cette condescendance particulière qui vient des gens qui n'ont jamais vraiment échoué à quelque chose d'important. Maggie avait croisé son regard par-dessus le café et les biscuits. Je préfère être petite et posséder ce qui est à moi que grande et possédée par la banque. Tom l'a pris ce soir-là. La voix de Maggie était calme alors qu'elle racontait la conversation en faisant la vaisselle dans la cuisine qui était dans la famille Sullivan depuis 90 ans. Je lui ai dit la vérité. Ai-je eu tort? Il passa ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. Tu as eu tout à fait raison. Mais quelque chose dans les mots de Rachel avait planté une graine. Pas le doute exactement, mais la reconnaissance que la pression montait, que chaque fermier qui ne s'agrandissait pas validait ce qu'il faisait passer leur propre prudence pour de la lâcheté. Cette nuit-là, après que Tom soit allé se coucher, Maggie s'assit à la table de la cuisine avec le grand livre de la ferme ouvert devant elle, une seule lampe créant un petit cercle de lumière dans l'obscurité. Elle refit les comptes, calculant ce qu'ils pourraient économiser s'ils réduisaient leurs dépenses de 20%, s'ils vivaient encore plus sobrement qu'ils ne le faisaient déjà. Le lendemain matin, elle dit à Tom ce qu'elle avait décidé. « Je veux que nous économisions plus, que nous réduisions nos dépenses. Quoi qu'il arrive, nous devons être prêts. » Il la regarda de l'autre côté de la table du petit déjeuner, cette femme qui s'était tenue à ses côtés pendant l'hiver du doute, qui avait raclé les fonds de tiroir pour acheter des joints de moteur quand tout le monde le croyait fou. « Tu penses que quelque chose se prépare? Je pense que la chanson que tout le monde chante semble trop belle pour être vraie, et je pense que lorsque la musique s'arrêtera, nous devons être ceux qui sont encore debout. » Ils se serrèrent de la main par-dessus la table, comme des partenaires commerciaux, scellant un accord qui signifierait pas de nouveaux vêtements, à moins que les anciens ne soient usés jusqu'à la corde, pas de repas au restaurant en ville, pas de luxe qui ne pourrait être justifié face à l'incertitude à venir. Au printemps de 1980, ils avaient 85 000 $ en banque, plus que ce que le père de Tom avait gagné de toute sa vie,
plus que ce que la plupart des fermiers du comté de Henderson pouvaient imaginer avoir en liquide. En août 1979, Paul Volcker devint président de la Réserve fédérale et le langage venant de Washington changea du jour au lendemain. Il parlait de l'inflation comme d'une maladie nécessitant un traitement agressif, de refroidir une économie en surchauffe, de faire tout ce qu'il fallait pour restaurer la stabilité, même si cela signifiait une douleur à court terme. La radio agricole commença à inclure des mentions de politique monétaire à côté des prix des céréales et des prévisions météorologiques. La plupart des fermiers l'ignoraient. Le maïs rapportait toujours bien. La valeur des terres continuait de grimper. Les tracteurs chez les concessionnaires étaient toujours brillants et disponibles avec un financement facile. Mais Tom l'entendit, et il le vit sur le visage de Frank Morrison chaque fois qu'il allait à la banque pour faire un dépôt. La confiance facile se fissurait sur les bords, l'inquiétude transparaissant comme de la rouille sur du métal peint. Tom se rendit chez Vic un soir au début de l'été, y avait pensé pendant des semaines en récoltant le soja, composant des arguments dans sa tête. Le soleil se couchait quand il entra dans la cour. Vic était dans son atelier, un nouveau bâtiment en métal avec des sols en béton et des lumières au plafond assez vives pour pratiquer la chirurgie, faisant l'entretien du massif Steiger. Le tracteur ressemblait à quelque chose qui s'était échappé d'une mine, tout en articulation et en engrenage planétaire, long de 9 mètres et valant plus que la plupart des maisons. « Hey, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Vic se redressa dessous le capot, s'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier plus propre que la plupart des vêtements de Tom. « Je voulais juste te parler 1 minute. » Tom resta près de son camion, soudain incertain de comment dire ce qu'il était venu dire. « Les taux d'intérêt grimpent, Vic. Volcker parle de combattre l'inflation. S'il continue d'augmenter les taux et que les prix du maïs chutent, ça fait beaucoup de si. » Le ton de Vic était devenu défensif, la confiance facile remplacée par quelque chose de plus dur. « Écoute, j'apprécie l'inquiétude, mais je sais ce que je fais. J'ai des contrats à terme, j'ai une assurance récolte. C'est de l'agriculture moderne, Sullivan. On utilise l'effet de levier pour croître. C'est comme ça que ça marche maintenant. Fais juste attention. C'est tout ce que je suis venu dire. » Le rire de Vic avait un tranchant assez aiguisé pour couper. « Je fais attention. Je construis soigneusement une exploitation qui sera toujours là quand la tienne ne sera plus qu'une note de bas de page historique. Merci d'être passé. » Il se retourna vers son tracteur, la conversation terminée. Tom rentra chez lui dans le noir, sachant qu'il avait fait ce qu'il pouvait et sachant que cela n'avait pas suffi. On ne pouvait pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. On ne pouvait pas faire voir le danger à un homme convaincu d'être invincible. L'été de 2000 arriva avec une cruauté qui semblait biblique. Dès la première semaine de mai, la pluie cessa. Elle s'arrêta tout simplement, comme si une vanne cosmique avait été fermée. Le ciel devint d'un blanc pâle et brumeux, et le resta. Juin arriva avec des températures qui battirent des records établis pendant le Dust Bowl. Juillet fut pire. La terre noire et profonde, qui avait toujours si bien retenu l'humidité, se fissura en motifs géométriques, des crevasses assez profondes pour avaler une botte. Le maïs de Tom aurait dû lui arriver aux genoux pour le 4 juillet. Il peinait à atteindre sa taille, les feuilles s'enroulant étroitement comme des cigares roulés, un mécanisme de défense contre le soleil implacable. Chaque matin, il se rendait au bord de son porche et regardait le ciel. Chaque matin, c'était la même brume blanche et impitoyable. Le nœud dans sa poitrine se serrait un peu plus chaque jour, mais la chaleur qui s'abattait sur les champs n'était rien comparé aux chiffres venant de Washington. Le taux préférentiel atteignit 15% en juin. En août, il était à 18. Les chiffres étaient ainsi élevés, si incroyablement déconnectés de tout ce que les fermiers avaient prévu, que la plupart d'entre eux se contentaient de secouer la tête. Ils avaient signé leur prêt quand les taux étaient de 10 ou 12%. Beaucoup avaient des accords à taux variables, supposant que les taux redescendraient. Ils n'avaient pas imaginé cela. Un mercredi après-midi de mi-juillet, Tom essayait de cultiver ce qui restait de son maïs quand il vit des problèmes chez Vic. Le massif Steiger était immobile au milieu d'un champ, un panache de fumée noire figé contre le ciel blanc, comme un point d'exclamation. En 20 minutes, le camion de service du concessionnaire déboula sur la route de gravier, soulevant un nuage de poussière visible à des kilomètres. 2 hommes en uniforme propre travaillèrent sur le tracteur pendant des heures,
leurs mouvements de plus en plus frénétiques sous le soleil accablant. Tom vit Vic ce soir-là à la station-service en ville. Le plus jeune homme avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis le printemps. Son visage pâle sous son bronzage, les yeux injectés de veines rouges, les épaules affaissées comme s'il portait un poids invisible. Qu'est-il arrivé au Stagger, Vic? Il donna un coup de pipi dans du gravier, ne rencontrant pas les yeux de Tom. La pompe hydraulique est lâchée. Elle a emporté tout le train d'engrenage planétaire du côté droit avec elle. Le concessionnaire dit que c'est un défaut d'usine, mais bien sûr, nous sommes à 3 mois de la fin de la garantie. Il laissa échapper un rire qui n'avait rien d'humoristique. Ils ont fait venir les pièces par avion de Fargo. Tu sais à combien s'élevait la facture? 12 000 pour une pièce qui n'aurait jamais dû lâcher. 12 000. Le chiffre flotta dans l'air entre eux, plus que ce que Tom avait payé pour l'ensemble de son matériel d'exploitation, plus que ce que certains hommes gagnaient en un an en travaillant dans les usines de Des Moines. Et le carburant. Le diesel coûte plus d'1 $ le gallon maintenant. Ce truc brûle 30 gallons par heure sous une lourde charge. Ça me dévore vivant, Sullivan. Ça me dévore vivant. Il regarda la vieille camionnette Ford de Tom, peinture bleue délavée et taches de rouille, 200 000 miles au compteur visible à travers le plastique fissuré du tableau de bord. Comment tu fais? Comment tu t'en sors avec de vieilles camelotes? Mes coudes sont bas. Quand quelque chose que la pièce dont j'ai besoin se trouve généralement dans une casse quelque part pour 50 $, pas 12 000. Vic se contenta de secouer la tête et se dirigea vers son camion. Quand il partit, l'arrogance qu'il avait définie pendant 5 ans avait complètement disparu. Tout ce qui restait était un homme debout sur une trappe, sentant enfin les charnières commencer à céder sous ses pieds. La récolte de cet automne-là fut catastrophique. Les rendements furent réduits de moitié dans tout le comté. Les champs de Tom, qui produisaient normalement 130 boisseaux par acre, peinaient à en faire 65. Mais comme il n'avait pas de dette, pas de paiement mensuel, pas d'intérêt qui s'accumulait pendant son sommeil, ce fut une mauvaise année au lieu d'un coup fatal. Il pouvait absorber la perte, se serrer la ceinture, survivre pour planter à nouveau. Pour Vic, les mathématiques étaient brutales et inéluctables. Toute son exploitation avait été construite sur l'hypothèse de bon rendement à des prix stables. Il n'obtint ni l'un ni l'autre. Les restrictions à l'exportation du gouvernement fédéral avaient fait s'effondrer le marché international, les politiques commerciales réduisant la demande étrangère du jour au lendemain. Le maïs qui aurait dû rapporter 4 $ le boisseau peinait à atteindre 2,50 $. Vic avait des paiements massifs à venir, des paiements calculés sur l'hypothèse de récolte exceptionnelle à des prix élevés. Au lieu de cela, il avait une demi-récolte à des prix de l'époque de la dépression et les intérêts sur ses prêts avaient grimpé à 20 %. Tom le vit un matin à l'élévateur à grains, se disputant avec le gérant. Le visage de Vic était rouge de colère et de désespoir, sa voix s'élevant alors qu'il essayait de négocier une avance sur son grain stocké. Mais le gérant secouait la tête. La banque détenait le privilège sur la récolte de Vic. Ils ne débloqueraient pas un centime tant que leur créance ne serait pas satisfaite. Vic aperçut Tom qui regardait et sortit du bâtiment en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. L'homme qui avait semblé plus grand que nature, il y a à peine 3 ans, avait maintenant l'air petit et piégé. Tout ce matériel rutilant qui avait été son symbole de succès était devenu une flotte d'encre de fer, le tirant vers le fond. À l'église le dimanche suivant, Tom remarqua Rachel assise avec ses enfants, mais sans Vic. Son visage était tiré, ses yeux creux, portant une robe que Tom reconnaissait d'il y a 2 ans. Après le service, Maggie alla lui parler, mais Rachel se contenta de secouer la tête et se précipita vers sa voiture. À travers la fenêtre, Tom la vit s'asseoir au volant pendant plusieurs minutes avant de démarrer le moteur, ses épaules secouées. L'hiver de 1980 à 1981 fut la période la plus calme et la plus désespérée que Tom puisse se souvenir. C'était comme vivre une peste, invisible mais mortelle, balayant le cœur du pays dans un silence absolu. Il n'y avait pas de gros titres, pas de reportages dramatiques, juste des lettres recommandées des banques arrivant dans les boîtes aux lettres rurales. Juste des hommes au visage sombre du bureau du shérif affichant des avis de saisie sur les portes des granges. La section des petites annonces du journal s'épaissit d'avis de vente aux enchères de fermes. Des fermes qui étaient dans des familles depuis 100 ans,
qui avaient survécu à la dépression et à 2 guerres mondiales, étaient mises en vente. Les prix des terres, qui avaient semblé inarrêtables dans leur ascension, se sont soudainement bloqués. Puis ils ont commencé à chuter. En janvier, des fermes qui s'étaient vendues 3 000 $ l'acre qu'en 1979 peinaient à atteindre 1 500. L'effondrement s'auto-alimentait. Des fermiers désespérés essayant de vendre, pas d'acheteurs avec de l'argent ou du crédit pour acheter, des valeurs qui s'effondraient, des banques qui saisissaient, plus de vendeurs désespérés inondant le marché. À la coopérative, la paranoïa était palpable. Les hommes évitaient le contact visuel. Les conversations mouraient quand quelqu'un de nouveau approchait. Le propriétaire du magasin d'aliments pour animaux avait commencé à exiger un paiement en espèces. Le concessionnaire de matériel avait licencié la moitié de ses mécaniciens. Frank Morrison s'arrêta à la ferme des Sullivan un soir de fin janvier, et Tom le reconnut à peine. Le costume du banquier était froissé, ses yeux cerclés de rouge, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'assit dans la cuisine des Sullivan, buvant le café que Maggie avait préparé, ses mains tremblant légèrement en soulevant la tasse. « Tom, tu avais raison. J'ai trop prêté. La moitié de mes portefeuilles agricoles sont sous l'heure. Les examinateurs de la banque viennent le mois prochain. Frank, je suis désolé. Je pensais aider les gens. Je pensais construire l'avenir. Il s'avère que je ne faisais que distribuer de la corde. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Tu ne pouvais pas savoir. Tu savais. Tu as essayé de me le dire. » Tom ne savait pas quoi répondre à cela, alors il resta assis là pendant que son vieil ami s'effondrait de l'autre côté de la table. Après le départ de Frank, s'éloignant dans le noir avec ses feux arrière disparaissant dans l'allée, Maggie remplit à nouveau le café de Tom et s'assit à côté de lui. Jenny vient toujours voir Danny. Elle ne parle pas de ce qui se passe à la maison, mais je le vois dans ses yeux. Ce ne sont que des enfants qui apprennent à quoi ressemble l'échec. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Nous allons aider Vic quand ça arrivera. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand il perdra tout, nous serons là. Comment? Je ne sais pas encore. Mais nous trouverons une solution. C'est ce que font les voisins. » Cette nuit-là, Tom ne put dormir. Il alla à son bureau et sortit le grand livre de la ferme, les registres remontant à 20 ans dans son écriture soignée. Il calcula ce qu'ils avaient, 85 000 $ accumulés lentement et péniblement sur des décennies de vie modeste. Il calcula ce que valait la terre de Vic maintenant, dans ce marché effondré. Il calcula ce qu'il pouvait se permettre sans emprunter un seul dollar. Les chiffres étaient là. De justesse, mais ils étaient là. Vic vint à la ferme des Sullivan un soir de fin mars, après la tombée de la nuit, ce qui était déjà assez inhabituel. Mais ce qui frappa le plus Tom, c'est la façon dont il se déplaçait lentement, comme un vieil homme, comme quelqu'un qui avait renoncé à se battre. Il sortit de son camion et resta dans la cour, sans s'approcher de la maison, juste debout de là. Tom sortit à sa rencontre. L'air du printemps était froid, portant l'odeur de la terre qui dégèle. Ils prennent tout. La voix de Vic était plate, vidée d'émotion. Tout. La vente aux enchères s'est fixée au 18 avril. Un long silence s'étira entre eux. Au loin, mais, un sifflet de train retentit, long et mélancolique. Tu avais raison sur toute la ligne. Je pensais construire un empire. Il s'avère que je ne faisais que construire un château de cartes, et le vent a fini par souffler. Je suis désolé. Vraiment, j'ai passé 5 ans à me moquer de toi, à te traiter d'idiot, de relique, de dinosaure vivant dans le passé. Et toi, tu es toujours debout, tu as toujours ta ferme, tu as toujours ta dignité. Il n'y a pas de victoire là-dedans, Vic. Te voir tout perdre ne me fait pas me sentir justifié. Ça me rend juste triste. Rachel s'en va, elle emmène les enfants chez ses parents à Des Moines. Elle dit qu'elle ne peut plus me regarder me noyer. La voix de Vic se brisa sur les derniers mots, et Tom sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il posa une main sur l'épaule du plus jeune homme et le sentit trembler. « Je ne sais pas pourquoi je suis venu ici. Peut-être pour dire que tu avais raison. Peut-être pour dire au revoir. Tu vas survivre à ça. Ce n'est pas la fin. » On dirait que si. Après que Vic soit parti, ses feux arrière disparaissant dans le noir, Tom resta longtemps dans la cour. Les étoiles étaient claires et froides au-dessus, infinies et indifférentes. À l'intérieur de la maison, Maggie attendait à la table de la cuisine avec une tasse de café pour lui, la vapeur s'élevant dans la lumière de l'unique ampoule.
Il est brisé. Elle hocha la tête. Alors nous l'aiderons. Le moment venu, nous l'aiderons. Tom la regarda de l'autre côté de la table. Cette femme qui s'était tenue à ses côtés à travers tout cela, qui avait fait confiance à son jugement même quand cela ressemblait à de la folie, qui avait raclé les fonds de tiroir pour aider à acheter des pièces de moteur. Comment? Je ne sais pas encore, mais nous trouverons une solution, parce que c'est ce que font les voisins. C'est ce que signifie être humain. La semaine suivante, Tom refit les comptes encore et encore, vérifiant ses calculs jusqu'à ce qu'il soit certain. Ils avaient 85 000 $ d'économie. La propriété de Vic, les 65 hectares d'origine qu'il avait hérité de son père, la maison où il avait grandi, où ses enfants étaient nés, la grange que son grand-père avait aidé à construire, se vendrait pour une fraction de sa valeur. Dans ce marché, avec la valeur des terres qui continuait de chuter et aucun acheteur avec de l'argent, Tom estima qu'elle se vendrait entre 25 et 35 000 $. Il pouvait l'acheter. Il pouvait l'acheter. Et puis il pourrait la lui rendre. Il présenta le plan à Maggie un soir après que Danny soit allé se coucher, le grand livre ouvert entre eux sur la table de la cuisine, les chiffres en colonnes soignées montrant ce qu'ils pouvaient se permettre et ce qu'il leur resterait. C'est tout ce que nous avons économisé pendant 10 ans. Sa voix était calme, mais il pouvait entendre le poids qu'elle contenait, la compréhension que cette décision façonnerait le reste de leur vie. Je sais. Si tu dis non, je respecterai ça. Elle fixa le grand livre pendant un long moment, son doigt traçant les colonnes de chiffres, la comptabilité minutieuse d'une décennie de sacrifices. Qu'est-ce que ton père ferait? Il dirait de ne jamais laisser un banquier posséder ton avenir. Mais il dirait aussi que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand quelqu'un d'autre tombe. Elle leva les yeux vers lui, son regard clair. Alors on le fait, mais à une condition, nous l'achetons en espèces, pas de prêt. Si nous allons l'aider, nous le faisons sans aucune dette. Cette nuit-là, Maggie tapa le contrat de location sur leur vieille machine à écrire Underwood. Ses doigts précis sur les touches pendant que Tom dictait les termes. 1 $ par an. Aucune autre condition. L'usage de la maison inclus. Elle sortit le papier, le lui tendit, et il le plia soigneusement et le mit dans la poche de sa veste. Samedi, le 18 avril, froid et gris, un vent printanier glacial balayant le comté de Henderson. Tom et Maggie se rendirent à la vente aux enchères ensemble, Danny sur la banquette arrière. Le garçon avait 13 ans maintenant, assez vieux pour comprendre ce dont il était témoin, assez vieux pour s'en souvenir. La cour de la ferme de Vic était bondée de véhicules, la foule un miroir de celle dans laquelle Tom s'était tenu 5 ans plus tôt à la vente aux enchères de Carl Henderson. Mais tout avait changé. Les visages étaient les mêmes, mais la confiance avait été remplacée par la peur et une curiosité morbide. Ils étaient venus voir le roi tomber. Ils étaient venus se demander qui serait le prochain. Le matériel de Vic était aligné en rangée parfaite, comme il l'avait toujours été. Le Grand International Harvester 1480C, le Steiger à 4 roues motrices, la moissonneuse-batteuse à flux axial 1460. Au soleil, ils avaient toujours l'air puissants, invincibles. Mais tout le monde là-bas connaissait la vérité. C'étaient des monuments à un rêve brisé, des pierres tombales coûteuses marquant la mort d'une illusion. La voix du commissaire-priseur manquait de son énergie habituelle. Il ne vendait pas une opportunité. Il liquidait un échec. Les enchères étaient rares, les prix brutalement bas. Le 1486 qui avait coûté avec 80 000 $ à peine 2 ans plus tôt se vendit 28 000. Un homme en salopette venu du Minnesota l'acheta, le chargeant sur une remorque surbaissée avant que le coup de marteau n'ait fini de résonner. Tom regarda Vic debout près de sa maison, le bras de Rachel passé sous le sien. Elle était donc revenue, au moins pour ça. Ou peut-être n'était-elle jamais vraiment partie, et les rumeurs dans une petite ville étaient juste plus dramatiques que la réalité. Le visage de Vic était un masque, regardant son monde entier être vendu morceau par morceau pour des centimes. La foule s'éclaircit à mesure que les grosses machines se vendaient. Mais Tom resta. Il les regarda vendre les outils de Vic, son poste à souder et son compresseur d'air, ses jeux de douille et ses clés dynamométriques, et les outils spécialisés accumulés au fil des ans. C'étaient les choses qu'un homme utilisait pour construire sa vie, et elles étaient dispersées à des étrangers contre de l'argent. Quand le commissaire-priseur annonça le poste à souder, Tom leva la main. 220 $.
Quand le bon jeu de douille fut mis en vente, il enchérit à nouveau. 4,25 $. Les gens remarquèrent, les têtes se tournant, les chuchotements se propageant. Que faisait Sullivan? Puis le commissaire-priseur passa à la terre elle-même. Ils commencèrent par les parcelles que Vic avait achetées en dernier, les terres chères pour lesquelles il avait tout mis en jeu. La parcelle Anderson se vendit pour moins de la moitié de ce qu'il avait payé. La propriété Peterson partit pour 60 cents pour $1. À chaque lot vendu, Tom pouvait voir Vic tressaillir comme s'il était frappé. Puis ils en vinrent à la dernière parcelle, les 65 hectares d'origine, la propriété familiale. Très bien, les amis. C'est la parcelle familiale avec la maison et les bâtiments. Commençons les enchères à 30 000. Rachel enfouit son visage contre l'épaule de Vic. C'était le coup de grâce, le dernier morceau de dignité qui lui était arraché. Un voisin offrit 25 000, timidement. Un homme en costume impeccable s'avança. Un investisseur foncier de Des Moines, quelqu'un qui ne voyait que des chiffres au lieu de vie. Il offrit 27. Ils firent des allers-retours, le prix grimpant lentement, toujours une fraction de la valeur de la terre, toujours une bonne affaire bâtie sur une tragédie. Les voisins abandonnèrent un par un, incapables de rivaliser ou peu disposés à profiter du désastre. L'investisseur offrit 30 000. Le commissaire-priseur regarda autour de lui avec ce qui aurait pu être de l'espoir ou de l'épuisement. Une fois, deux fois. Tom prit une inspiration et sa voix traversa la cour. 35 000. Toutes les têtes se tournèrent. La foule se tut. Le genre de silence qui a du poids et de la présence. Le visage de l'investisseur s'assombrit d'agacement. Il offrit 37. Tom contre-attaqua avec 40. Ils firent des allers-retours, les chiffres grimpant au-delà de la valeur actuelle du terrain sur le marché. Tom connaissait sa limite, 85 000 d'économie. Ils devaient garder 42 000 comme tampon pour leur propre exploitation, pour les urgences, pour l'avenir incertain qui se dessinait encore. 43 000. L'investisseur marqua une pause, calculant si cette ferme en ruine valait la peine de se battre. Il agita la main avec dégoût et s'éloigna. Le marteau du commissaire-priseur tomba. Vendu à Tom Sullivan pour 43 000 $. Un murmure parcourut la foule, bas et incertain. Tom Sullivan, l'homme que tout le monde avait plaint pour son vieux matériel et sa petite exploitation, venait d'acheter la maison de son plus grand rival. L'histoire serait racontée dans le comté de Henderson pendant des années, mais personne ne savait encore comment elle se terminerait. Après que la foule ait commencé à se disperser, les véhicules soulevant la poussière en partant, Tom traversa la cour vers l'endroit où Vic était assis sur les marches du porche de la maison qui n'était plus la sienne. Rachel se tenait à quelques pas, les bras enroulés autour d'elle contre le vent froid. Les bottes de Tom craquèrent sur le gravier, et Vic ne leva pas les yeux, fixant simplement ses propres mains, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Je suis désolé, Vic. » Les mots semblèrent lui parvenir de très loin. Vic leva enfin la tête, et ses yeux étaient vides d'une manière qui serra la poitrine de Tom. « Tu as gagné, Sullivan. Tu avais raison depuis le début. J'étais un idiot. » Tom s'assit sur la marche à côté de lui, le bois froid à travers son jean. « Non, tu n'étais pas un idiot. Tu as juste cru à la chanson que tout le monde chantait. C'était une bonne chanson pendant un moment, une bonne chanson. » Le rire de Vic était aigu et cassé, teinté de quelque chose proche de l'hystérie. « Ouais, jusqu'à ce que la musique s'arrête et que j'étais le seul à encore danser. » De la poche de sa veste, Tom sortit le papier plié, celui que Maggie avait tapé avec tant de soin. Il le déplia, le papier craquant et blanc dans la lumière grise de l'après-midi. « J'ai besoin de quelqu'un pour cultiver cette terre pour moi. Je deviens trop vieux pour m'occuper de 65 hectares de plus tout seul. » Il le lui tendit. Vic le fixa sans le prendre, sans bouger, comme un homme qui avait oublié comment tendre la main. « Je te la loue pour $1 par an. Toi et ta famille pouvaient rester dans la maison. Aucune autre condition. » Les mains de Vic tremblèrent alors qu'il prenait enfin le papier. Ses yeux parcoururent les mots, mais Tom n'était pas sûr qu'il les lisait vraiment. Pas sûr qu'il était capable de comprendre ce que cela signifiait. Le silence s'étira si longtemps que Tom se demanda si Vic l'avait entendu. Pourquoi? Le mot sortit à peine au-dessus d'un murmure, parce que c'est ce que font les voisins. Vic essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Sa gorge se serra,
Sa mâchoire se crispa, puis une larme traça un chemin à travers la poussière sur sa joue. Puis une autre. Il baissa les yeux sur le papier dans ses mains comme si c'était quelque chose de précieux et de fragile, comme s'il pouvait disparaître s'il le tenait trop fort. « Et tes outils? » Tom fit un geste vers son camion. « Le poste à souder et le jeu de douilles sont à l'arrière. Ils sont en prêt. Tu viens les chercher quand tu en as besoin. » Cette fois, Vic essaya de parler et les mots sortirent hachés, brisés. « Je te rembourserai un jour. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Cultive-la bien. C'est tout le paiement dont j'ai besoin. » Rachel bougea alors, traversant la distance entre eux en 3 pas rapides. Elle enroula ses bras autour des épaules de Tom, son visage pressé contre son cou, et il pouvait la sentir trembler de sanglots qu'elle avait retenus pendant des mois. « Merci. 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 » Les mots sortirent étouffés mais féroces, chaque répétition portant le poids de tout ce qu'elle avait été trop fière ou trop effrayée pour dire jusqu'à présent. Quand elle recula enfin, ses yeux étaient rouges mais clairs. « Nous restons ensemble. Nous allons traverser ça ensemble. » Elle regarda Vic, et dans ce regard, il y avait quelque chose que Tom reconnut. La même détermination qu'il voyait sur le visage de Maggie quand elle avait décidé qu'ils aideraient, le même refus obstiné de laisser les circonstances dicter les résultats. De l'autre côté de la cour, Danny se tenait près de leur camion avec Maggie, regardant son père donner 43 000 $ pour sauver un homme qui avait passé des années à se moquer de lui. Le visage du garçon était sérieux, comprenant d'une manière profonde qu'il était témoin de quelque chose d'important, que ce moment façonnerait sa vision du monde pour le reste de sa vie. Tom croisa le regard de Maggie, et elle lui fit le plus petit des hochements de tête. Il avait fait ce dont ils avaient discuté. Il avait choisi la compassion plutôt que le calcul, la miséricorde plutôt que la justification. Et l'expression sur son visage lui disait qu'elle était fière que ce soit l'homme qu'elle avait épousé, l'homme en qui elle avait eu confiance, même quand tout le comté le croyait fou. L'histoire de ce qui s'est passé cet après-midi d'avril s'est répandue dans le comté de Henderson comme une traînée de poudre, transformée au fil des récits jusqu'à devenir quelque chose de plus grand que ce que les faits seuls pouvaient supporter. Mais le cœur est resté vrai. Tom Sullivan avait acheté la propriété de son rival déchu et la lui avait rendue pour $1 par an, pas vendue, pas louée au prix du marché, rendue avec une poignée de main et un contrat qui privilégiait la dignité humaine au profit. À la coopérative la semaine suivante, la conversation s'arrêta quand Tom entra. Des hommes qui l'avaient ignoré pendant des années hochaient maintenant la tête avec quelque chose qui ressemblait à du respect. À l'église le dimanche, le pasteur Ray Jenkins mentionna l'acte avec précaution, sans nommer personne, le qualifiant d'exemple de charité chrétienne en pratique plutôt qu'en théorie. Les gens qui avaient plaint Tom pour son vieux matériel et sa petite exploitation voyaient maintenant quelque chose de différent. Ils voyaient de la sagesse là où ils avaient une vue de l'entêtement, de la force là où ils avaient une vue de la faiblesse. Le changement n'était pas universel. Certains le prenaient toujours pour un idiot. Juste un autre genre d'idiot maintenant. Certains lui en voulaient d'avoir les ressources pour aider alors qu'ils avaient à peine de quoi survivre eux-mêmes. Mais la plupart reconnurent ce qu'il avait fait comme quelque chose de rare. Une miséricorde étendue sans condition, une grâce offerte sans rien attendre en retour. Vic traversa ses premiers mois comme un homme se remettant d'une grave maladie, réapprenant à marcher après que ses jambes aient oublié comment faire. Il travailla la terre que Tom lui avait donnée avec un soin qui frisait la vénération. Chaque matin avant l'aube, il parcourait les champs, vérifiant l'humidité du sol, inspectant les drains, arrachant à la main une mauvaise herbe occasionnelle. Il cultivait comme son grand-père avait cultivé, comme les hommes cultivaient quand ils comprenaient que la terre était un privilège et non une marchandise à exploiter. Le soir, il travaillait dans le vieil hangar derrière la maison, celui que son père avait utilisé pour les réparations de machines des décennies plus tôt. Il avait pris le poste à souder et le jeu de douilles que Tom avait acheté à la vente aux enchères, des outils qui étaient empruntés et non donnés, la distinction ayant une importance qui allait au-delà de la propriété. Il créa une petite entreprise de réparation de moteurs avec une pancarte peinte à la main clouée à la porte du hangar. Reparation Crawford, travail honnête, prix juste. La première cliente fut une veuve de 3 fermes plus loin dont la tondeuse autoportée
avait lâché à mi-chemin de la tonte de sa pelouse. Vic reconstruisit le carburateur, remplaça les conduites de carburant qui s'étaient fissurées avec l'âge et le soleil, nettoya le filtre à air, changea l'huile. Il lui factura 18 $. Elle essaya de lui en donner 40. Il refusa, sa voix calme mais ferme. « Je sais ce que c'est que de compter chaque dollar, Madame Patterson. 18, c'est juste. » La nouvelle se répandit rapidement dans un comté où les rumeurs se déplaçaient plus vite que les fronts météorologiques. En un mois, un jeune fermier se présenta avec une camionnette diesel qui avait un problème d'injection de carburant, le genre de problème qui pouvait coûter 1000 $ chez un concessionnaire. Vic le diagnostiqua en 20 minutes, commanda la pièce directement auprès du fabricant, l'installa lui-même, ne facturant que la pièce plus 2 heures de main-d'œuvre à 20 $ de l'heure. Pourquoi si peu cher? Le jeune fermier avait l'air confus, comme s'il était la cible d'une sorte d'arnaque. Parce que je me souviens de ce que c'est que d'être désespéré. Je me souviens d'avoir vu tout ce que j'avais construit être vendu en pièces détachées. Tu commences à peine. Tu n'as pas besoin de ce genre de poids sur les épaules. À l'automne de 1982, Vic avait plus de travail qu'il ne pouvait en gérer seul. Il embaucha un jeune tout juste sorti de l'école technique, un jeune de 19 ans nommé Jake, qui était doué de ses mains, mais meilleur pour prendre les ordres que pour réfléchir par lui-même. Vic lui apprit à l'ancienne en regardant, en faisant des erreurs et en apprenant d'elles. Le modèle d'apprentissage qui avait formé des artisans qualifiés pendant des générations, avant que les programmes professionnels n'essaient de systématiser des connaissances qui ne pouvaient être acquises qu'avec de la graisse et des jointures écorchées. L'entreprise grandit lentement, organiquement, bâtie sur la réputation plutôt que sur la publicité. Les fermiers parlaient à d'autres fermiers et quand quelqu'un avait besoin d'un travail honnête, bien fait du premier coup, à un prix qui ne nécessitait pas de prêt pour être payé, il venait chez Vic. Il tenait un carnet où il notait chaque travail, chaque pièce, chaque heure. Son écriture soignée et précise, comptabilisant tout jusqu'au dernier centime. La nuit, il s'asseyait à la table de la cuisine avec Rachel et Laurie, montrait les chiffres, la preuve qu'il sortait du trou, une réparation à la fois. Tom passait parfois le soir, trouvant Vic sous le capot du camion de quelqu'un ou penché sur un petit moteur sur l'établi. Il parlait de récolte, de météo et de machines, les sujets éternels des hommes qui travaillaient la terre. Aucun des deux ne mentionnait la vente aux enchères, le contrat de location, ni ce qui avait été perdu et rendu. Cela existait entre eux comme un fait reconnu mais non discuté, le fondement d'une amitié à laquelle aucun des deux ne s'attendait. Daniel avait 16 ans en 1982, grand et mince, avec l'intelligence tranquille de sa mère et l'instinct de son père pour les systèmes mécaniques. Il passa cet été à reconstruire la transmission du John Deere 4020, travaillant aux côtés de Tom dans l'atelier pendant que la chaleur de juillet transformait la grange en forge. Jennifer Morrison avait alors 14 ans, les cheveux noirs et sérieuses, venant la plupart des après-midi s'asseoir sur un seau renversé et les regarder travailler. Son père, Frank, avait démissionné de la banque ce printemps-là, le poids de tous ses prêts non remboursés étant trop lourd à porter. Il vendait maintenant des assurances, une profession plus humble, mais qui le laissait dormir la nuit. Jenny et Danny commencèrent à sortir ensemble discrètement cet automne-là, le genre de romance innocente de petite ville qui impliquait de se tenir la main à la foire du comté et de partager des milkshakes au restaurant. Leur relation symbolisait quelque chose de plus grand, un pont entre des familles qui avaient été affectées différemment par la crise, la preuve que la génération suivante n'avait pas à hériter des divisions de leurs parents. En 1987, Daniel avait obtenu son diplôme de l'Université d'État de l'Iowa en économie agricole et était rentré à la maison pour cultiver aux côtés de son père. Tom avait alors 54 ans, toujours fort mais sentant le poids des décennies dans son dos et ses genoux. Il travaillait les mêmes 130 hectares en utilisant du matériel qui aurait semblé ancien à quiconque jugeait les machines par leur âge plutôt que par leur utilité. La Massey Ferguson en était à sa 11e année de sa seconde vie, le diesel Perkins tournant toujours fort parce que Tom connaissait chaque composant intimement, pouvait diagnostiquer les problèmes rien qu'au son. Un soir de cet automne-là, Tom eut une légère crise cardiaque en récoltant le soja dans la parcelle sud. Il ne le dit à personne au début, descendit simplement de la cabine
et s'assit par terre jusqu'à ce que l'oppression dans sa poitrine se calme et que sa vision s'éclaircisse. Mais Maggie le vit sur son visage quand il rentra pour le souper, vit la pâleur sous son bronzage, la façon dont il se déplaçait, comme si quelque chose avait bougé en lui. Elle le conduisit à l'hôpital de Des Moines sans demander, sans lui donner la chance de discuter. Le médecin était assez jeune pour être le fils de Tom, parlait d'un ton prudent de changement de mode de vie, de réduction du stress et du bilan cumulatif de décennies de travail agricole. À 54 ans, le cœur de Tom montrait la tension d'une vie passée à soulever, tirer et pousser, d'une inquiétude qui s'accumulait comme des sédiments dans les artères, de trop de nuits passées éveillées à se demander si la pluie viendrait ou si les prix tiendraient. La moissonneuse-batteuse, tu l'as laissée dans le champ. La voix de Tom était rauque, diminuée par ce qui s'était passé dans sa poitrine. Ça peut attendre. Rien n'attend dans une ferme. Tu le sais. Retourne-y. Finis le champ. Je serai encore là demain. Daniel voulut discuter, mais reconnut l'expression sur le visage de son père. La même qu'il avait eue quand il avait offert 200 $ pour de la ferraille pendant que tout le monde riait. Alors il retourna à la ferme dans le noir et monta dans la moissonneuse batteuse à la lumière de ses phares de travail, finissant la parcelle sud, puis commençant le champ est, travaillant jusqu'à plus de minuit. Non pas parce que le soja ne pouvait pas attendre, mais parce que son père avait besoin de savoir que le travail continuait, que la terre était toujours entretenue, que les principes tenaient. Tom rentra à la maison 3 jours plus tard avec une liste de restrictions qui ressemblait à une peine de prison pour quelqu'un qui avait passé 50 ans à travailler de ses mains. Pas de charges lourdes, pas de montée dans les cabines de tracteurs, Tom limité dans le froid, stress réduit. Le médecin aurait tout aussi bien pu lui dire d'arrêter de respirer. Mais quelque chose avait changé. Daniel le vit le premier matin où son père se tint sur le porche, le regardant partir au champ au lieu de l'accompagner. Le vit dans la façon dont Tom toucha le garde-boue de Farm en passant, un geste presque comme un adieu. Cet hiver-là, assis à la table de la cuisine avec des papiers étalés entre eux, Tom prononça des mots que Daniel attendait, mais redoutait. « Je dois officialiser les choses. Transférer l'acte de propriété. Tu gères cet endroit depuis 3 ans déjà. Il est temps que ce soit la toi sur le papier. » Daniel regarda les documents, la même terre passant de père en fils, comme cela s'était produit 4 fois auparavant, une chaîne ininterrompue remontant à avant la guerre de sécession. « Je ne suis pas prêt. Personne ne l'est jamais. Je n'étais pas prêt quand papa est mort. Il n'était pas prêt quand son père est décédé. Mais la terre ne se soucie pas de notre préparation. Elle a juste besoin de quelqu'un qui en prendra soin. » Ils signèrent les papiers en février 2010, avec Maggie comme témoin. Tom transférait la ferme qu'il avait héritée à 36 ans à son fils, qui en avait maintenant 42, le même âge que Tom avait quand il avait acheté la Massey Ferguson. Mais Daniel insista sur un ajout, une clause écrite de sa propre main au bas du document légal. Tom Sullivan conserve la résidence à vie et le pouvoir de décision sur toutes les questions relatives au matériel, à la gestion des terres et à la philosophie de la ferme. Le propriétaire effectif ne peut pas emprunter sur cette propriété sans le consentement écrit de Tom Sullivan. Son père le lut 2 fois, puis leva les yeux avec quelque chose comme de l'émerveillement dans son regard. « Tu me protèges de toi. Je nous protège de la tentation. La valeur des terres grimpe à nouveau. Les banques appellent, offrant des prêts d'exploitation à de bons taux. Et j'ai 2 enfants qui vont à l'université. La pression est là, papa. J'ai besoin que tu sois la voix qui dit non quand je faiblis. » Tom signa sous la clause de Daniel sans un mot de plus, une compréhension s'écoulant entre eux dans le silence qui parlait parfois plus clairement que le langage ne le pourrait jamais. Au printemps de 2010, Vic racheta enfin les 32 derniers hectares de sa propriété, 29 ans après la vente aux enchères qu'il la lui avait enlevée. Il avait 62 ans, son entreprise de réparation prospérait avec 3 employés et une liste d'attente pour le travail. Il avait économisé pour ce moment, avec la même patience que Tom avait montré en reconstruisant la Massey Ferguson, $1 à la fois, sans jamais se presser, sans jamais emprunter, construisant son capital par un travail honnête jusqu'à ce qu'il ait assez pour racheter ce qu'il avait perdu. Ils se rencontrèrent à la table de la cuisine des Sullivan, là où tant de décisions agricoles avaient été prises au fil des générations. Vic compta des billets de $100 en pile,
80 000 dollars en espèces qui sentaient légèrement l'huile et la graisse, de l'argent gagné avec des clés, de la patience et la lente accumulation de travail bien fait. Ça vaut plus que ça. Le prix du marché est d'au moins 95. Tom repoussa légèrement l'argent, testant. Je sais ce que ça vaut, mais c'est ce que j'ai et je te demande de le prendre parce que j'ai besoin de posséder ça sans aucune dette. Pas de banque, pas de dette, comme tu me l'as appris. Les mains de Vic restèrent sur l'argent, stables maintenant d'une manière qu'elles n'avaient pas été depuis des décennies. Tom regarda cet homme qui s'était autrefois moqué de lui, qui avait tout perdu, qui avait passé 3 décennies à se reconstruire en quelqu'un de plus fort qu'il ne l'avait jamais été dans la prospérité. D'accord, 80, c'est bon. Après le départ de Vic, s'éloignant dans sa vieille camionnette Ford, avec un acte de propriété qui faisait de lui à nouveau un propriétaire terrien, Maggie entra dans la cuisine et trouva Tom fixant les piles de billets. 29 ans. C'est le temps qu'il lui a fallu pour racheter ce qu'il a mis 5 ans à perdre. Elle s'assit en face de lui, ses cheveux gris maintenant, mais ses yeux toujours clairs. Non, 5 ans pour perdre la terre, 29 ans pour racheter sa dignité. La terre n'est qu'un symbole. En juin de cette année-là, la Société historique du comté de Henderson contacta Daniel avec une demande qui sembla absurde au premier abord. Ils voulaient la Massey Ferguson 510 pour leur musée agricole. Nous créons une exposition sur la crise agricole et ses conséquences. Nous voulions la moissonneuse-batteuse comme pièce maîtresse. La machine qui symbolisait la survie à travers la crise, la manifestation physique de principes qui avaient sauvé des familles quand le crédit les avait détruites. Daniel présenta la proposition à son père ce soir-là. Tom était assis sur le porche, regardant les nuages d'orage s'accumuler à l'ouest, comme il l'avait fait pendant 77 ans, lisant la météo comme d'autres hommes lisaient des journaux. Je ne suis pas encore mort. La moissonneuse-batteuse n'est pas à la retraite. Papa, elle a 34 ans. Nous avons la nouvelle John Deere maintenant. Celle-ci reste dans la grange la plupart des saisons. Elle fonctionne. Je sais qu'elle fonctionne. Mais peut-être qu'il est temps de la laisser signifier quelque chose de plus grand que juste notre ferme. Tom resta silencieux un long moment, regardant les éclairs scintiller au loin. L'orage était encore à des kilomètres, mais il se rapprochait, le vent se levant, portant l'odeur de la pluie dont ils avaient désespérément besoin. Qu'est-ce qu'ils en feraient? La nettoyer un peu, restaurer certaines parties, la mettre au musée. Il y aurait une plaque racontant l'histoire. Comment tu l'as achetée à la ferraille, l'a reconstruite, l'a utilisée pendant des décennies? Comment elle est devenue un symbole? Un symbole de quoi? De faire les choses bien quand tout le monde les faisait mal. De patience, de voir de la valeur là où les autres voyaient de la camelote. La mâchoire de Tom travaillait, mâchant des pensées qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Ils vont se tromper, me faire passer pour une sorte de héros. J'avais juste peur, j'essayais juste de survivre. Peut-être que c'est ça, l'héroïsme. Avoir peur, mais le faire quand même. L'orage était plus proche maintenant, les premières grosses gouttes commençant à tomber, faisant des cercles sombres dans la poussière de l'allée. Tom ferma les yeux et inclina son visage vers la pluie. D'accord, mais à une condition. Nous la conduisons nous-mêmes jusque-là par ses propres moyens. Je veux que les gens voient que ce n'est pas juste une pièce de musée. C'est une machine en état de marche que nous choisissons de mettre à la retraite. Le jour où ils livrèrent la moissonneuse-batteuse au musée était chaud et clair, fin août 2010. Daniel conduisait le semi-remorque avec la Massey Ferguson enchaînée sur la remorque à plateau. Mais d'abord, ils avaient une conduite sur les 13 kilomètres de la ferme à la ville. Tom sur le siège de l'opérateur avec Daniel qui suivait dans la camionnette. Tout comme pour la ramener à la maison 34 ans plus tôt, sauf que cette fois, les gens ne regardaient pas avec moquerie. Ils arrêtaient ce qu'ils faisaient et saluaient, des fermiers qui comprenaient ce que cette machine représentait, ce qu'elle avait survécu, ce qu'elle prouvait. Au musée, une petite foule s'était rassemblée. Des fermiers locaux, quelques journalistes du Des Moines Register, quelques membres de la Société historique. La conservatrice était une femme dans la cinquantaine qui avait elle-même grandi dans une ferme, était partie pour l'université et une carrière à Chicago, mais était revenue après la mort de son propre père, attirée par la même gravité qui ramenait tant d'enfants de la campagne à la maison finalement. Elle serra la main de Tom avec les deux siennes, sa poigne ferme. Cela signifie plus que vous ne le pensez.
Nous avons interviewé 17 familles qui ont perdu leur ferme dans les années 80. La vôtre est la seule histoire que nous ayons de quelqu'un qui s'en est sorti intact. Nous n'étions pas les seuls. Non. Mais vous êtes le seul qui s'est retourné et a aidé les autres à s'en sortir. C'est ce qui rend cette histoire digne d'être préservée. Ils dévoilèrent la plaque cet après-midi-là, du bronze monté sur du chêne, les mots soigneusement choisis pour capturer des décennies de lutte et de triomphe en quelques lignes. Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson, 510, achetée en 1976 pour 200 $ comme ferraille. Reconstruite de 1976 à 1977 par Thomas Sullivan. En service de 1977 à 2009, a récolté plus de 280 000 boisseaux, symbole de résilience à travers la crise agricole des années 1980. La force n'est pas dans la taille de votre moteur. Elle est dans la profondeur de vos racines. Thomas Sullivan à son fils, 1988. Tom l'a lu 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles émotions qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis il se détourna et ses épaules tremblaient. Maggie se mit à côté de lui et lui prit le bras. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Daniel réalisa que son père pleurait. 77 ans, et Daniel ne l'avait jamais vu pleurer auparavant. J'avais juste pudeur, juste un homme effrayé qui essayait de ne pas perdre ce que son père lui avait laissé. La voix de Maggie était féroce, pourtant une force qui démentait ses 74 ans. Et tu ne l'as pas perdu. Et puis tu as donné aux autres pour qu'ils ne perdent pas le leur. Ce n'est pas de la peur, Tom, c'est de l'amour. Le musée ouvrit l'exposition en septembre et en un mois, plus de 3000 personnes l'avaient visité. Les fermiers amenèrent leurs enfants et petits-enfants pour voir la moissonneuse-batteuse, pour lire l'histoire, pour comprendre que les choix que leurs parents et grands-parents avaient faits de rester petits, d'éviter les dettes, de réparer plutôt que de remplacer, n'avaient pas été rétrogrades. Ils avaient été sages. Mais ce que personne dans le comté de Henderson ne savait, ce que même Tom ne comprit pas entièrement jusqu'à ce froid matin d'octobre, c'était jusqu'où les ondes s'étaient propagées. La lettre arriva à la ferme début octobre, transmise par le musée, adressée à Tom Sullivan d'une écriture soignée sur une enveloppe portant un cachet de la poste du Missouri. Tom l'ouvrit à la table de la cuisine pendant que Maggie préparait le petit déjeuner, l'odeur du café et du bacon remplissant la pièce comme elle l'avait fait pendant 50 ans de matin. Cher Monsieur Sullivan, j'ai visité votre moissonneuse-batteuse au musée du comté de Henderson la semaine dernière. Mon mari et moi essayons de nous lancer dans l'agriculture et tout le monde nous dit que nous devons emprunter 300 000 $ pour le matériel ou que nous n'y arriverons jamais. Nous étions sur le point de signer les papiers du prêt. Puis j'ai lu la plaque. Et j'ai pensé, et si nous ne le faisions pas? Et si nous commencions petit, achetions d'occasion, apprenions à réparer les choses nous-mêmes? Et si nous nous offrions le cadeau que vous vous êtes offert, la liberté d'échouer sans tout perdre? Nous ne signons pas. Nous achetons un tracteur d'occasion en espèces à la place. Je pensais que vous devriez savoir que votre histoire sauve encore des fermes, sauve encore des familles. Jennifer Kowalski, comté de Miller, Missouri. Tom l'a lu 2 fois, puis la plia soigneusement et la mit dans la poche de sa chemise, sur son cœur. Ses mains tremblaient légèrement, le tremblement de l'âge et de l'émotion combinée. Ça vaut plus que tout ce que la moissonneuse-batteuse a jamais valu. À l'automne de 2011, la santé de Tom s'était détériorée au point qu'il passait la plupart de ses journées à la maison, son cœur trop faible pour le travail qu'il avait défini pendant 7 décennies. Mais les bons jours, il sortait jusqu'à l'atelier et s'asseyait dans la vieille chaise en bois qu'il y avait traînée des années auparavant, regardant Daniel travailler, ses mains bougeant en mouvement fantôme pour ajuster une clé ou visser un boulon, une mémoire musculaire de 10 000 réparations, refusant de s'estomper même quand son corps ne pouvait plus les exécuter. La fille de Daniel, Sarah, avait 16 ans cette année-là, montrant la même obstination pratique qui avait défini son grand-père. Elle avait lancé une entreprise en première année de lycée, achetant des tondeuses à gazon cassés dans les vides-greniers, les réparant avec des tutoriels YouTube et des outils empruntés avec, puis les revendant avec profit. À 16 ans, elle avait 4 000 $ d'économie, plus que ce que beaucoup d'adultes avaient en banque. Un samedi d'octobre, elle vint voir Daniel avec une proposition, sa voix portant la même détermination tranquille que Tom avait montrée
quand il avait offert 200 $ pour de la ferraille. Papy t'a appris à reconstruire des moteurs. Tu dois m'apprendre. Je veux apprendre sur quelque chose de réel. Ils commencèrent avec le Farmall M de 1951, 60 ans maintenant, et toujours en marche, mais fatigué, brûlant de l'huile et faisant des bruits qu'il n'avait pas fait quand le père de Tom l'avait sorti du concessionnaire. Ils passèrent cet hiver dans l'atelier, démontant le tracteur pièce par pièce, les mains de Sarah apprenant le poids de la fonte et la résistance des boulons rouillés, son esprit absorbant la logique des systèmes mécaniques qui avaient été conçus quand la simplicité était une vertu et non un obstacle aux marges de profit. Tom venait certains soirs émitouflé dans un lourd manteau même si l'atelier était chauffé et regardait depuis sa chaise. Il n'offrait plus beaucoup de conseils. Ses mains tremblaient trop pour démontrer quoi que ce soit. Son souffle était trop court pour expliquer longtemps, mais sa présence était une instruction suffisante, un rappel physique que ce savoir comptait, qu'il valait la peine d'être transmis de génération en génération. Sarah apprit les mêmes leçons que Daniel avait apprises, que Tom avait apprises, qui remontaient à travers la lignée des Sullivan comme une chaîne de main se tendant à travers le temps. Que la patience comptait plus que la puissance. Que comprendre comment quelque chose fonctionnait avait plus de valeur que d'acheter quelque chose de neuf. Que réparer ce qui était cassé était un acte de foi en l'avenir. Un refus d'accepter que tout ce qui valait la peine d'être sauvé était irrécupérable. Quand ils démarrèrent le Farmall en mars 2012, son moteur se cala sur ce même rythme fiable qu'il avait eu pendant 61 ans, leçon de l'ingénierie de 1951 qui avait été construite pour durer. Sarah se tenait à la porte de l'atelier, les mains noires de graisse et des larmes traçant des sillons propres sur ses joues, 16 ans, et comprenant quelque chose que la plupart des adultes ne saisissent jamais. Je comprends maintenant. Pourquoi papy gardait tout? Pourquoi tu le fais? Il ne s'agit pas du tout des machines. Daniel passa un bras autour de ses épaules. Non, il s'agit de savoir que tu peux survivre, de savoir que tu as les compétences, les outils et la compréhension pour faire fonctionner les choses quand tout le monde dit qu'elles ne peuvent pas être réparées. Tom mourut dans son sommeil un dimanche matin d'avril 2013, 2 semaines avant son 80e anniversaire. Maggie le trouva paisible dans le lit qu'ils avaient partagé pendant 53 ans, son visage détendu d'une manière qu'il était rarement pendant les heures d'éveil. Enfin libéré de l'inquiétude qui avait été sa compagne constante depuis l'enfance. Les funérailles étaient bondées, il n'y avait plus de place assise dans une église qui pouvait en accueillir 300. Des fermiers vinrent de 6 comtés. La génération actuelle, d'âge moyen maintenant, qui se souvenait de lui comme de l'homme têtu avec du vieux matériel. La génération plus âgée qui était ses contemporains et avait été témoin de sa justification. Et les jeunes qui ne le connaissaient qu'à travers des histoires, mais comprenaient que ces histoires avaient sauvé les fermes de leur famille. Vic fit l'éloge funèbre, sa voix forte malgré ses 75 ans, portant à travers l'Église avec le poids de l'expérience vécue et de la sagesse durement acquise. Tom Sullivan m'a appris qu'un homme n'est pas défini par son succès. Il est défini par ce qu'il fait quand il échoue, et ce qu'il fait quand quelqu'un d'autre échoue. Il regarda la foule, vit des visages qu'il connaissait depuis des décennies, vit la génération suivante assise à côté de leurs parents, apprenant ce que signifiait réellement un héritage. J'ai échoué de manière spectaculaire. J'ai perdu tout ce que j'avais construit. Et cet homme aurait pu me laisser me noyer, aurait pu acheter ma terre à basse prix et me laisser disparaître. Au lieu de cela, il m'a jeté une corde. Et puis il m'a appris à nager. Le plus grand cadeau n'est pas ce qu'il m'a donné. C'est ce qu'il m'a montré, que la force n'est pas d'être grand, c'est d'être incassable. Ils enterrèrent Tom sur la colline à côté de ses parents, surplombant les 130 hectares qu'il n'avait jamais hypothéqués, jamais perdus, jamais laissés échapper à la famille. La même terre que son arrière-grand-père avait défrichée, le même sol que son grand-père avait cultivé à travers la dépression et la guerre, les mêmes champs que son père avait payés avec des décennies de travail prudent. Au bord de la tombe, Daniel se tenait avec son bras autour de Sarah, son fils Jack à leur côté, 3 générations présentes, et une qui venait de partir, et une qui remontait dans la mémoire. La continuité de tout cela semblait à la fois fragile et éternelle. Une chaîne de personnes qui avaient travaillé cette terre, l'avaient aimée et l'avaient protégée. Chaque maillon nécessaire pour que l'ensemble tienne.
Ce soir-là, la famille se réunit à la ferme. Des parents que Daniel connaissait à peine, des voisins qui étaient devenus de la famille. Et Vic avec Rachel, toujours ensemble après 62 ans de mariage qui avaient survécu à la faillite, à la honte et à la reconstruction. Ils racontèrent des histoires sur l'entêtement de Tom, sur la moissonneuse-batteuse qui devint une légende, sur l'hiver qu'il passa seul dans la grange pendant que tout le monde le croyait fou, sur la vente aux enchères où il racheta la dignité d'un homme en même temps que sa terre. Mais c'est Sarah qui posa la question qui se préparait toute la journée. Sa voix de 17 ans coupant à travers la réminiscence confortable. Papy a économisé de l'argent pendant des décennies. Il est mort avec plus de 800 000 dollars en banque. Pourquoi ne les a-t-il jamais dépensés? Pourquoi a-t-il continué à vivre comme s'il était pauvre? La pièce devint silencieuse. Tout le monde regarda Daniel, attendant de voir comment il répondrait. Quels mots il utiliserait pour expliquer quelque chose qui semblait incompréhensible à une génération qui avait grandi avec les cartes de crédit, les prêts étudiants et les hypothèques acceptées comme normaux. Il n'était pas pauvre et il n'amassait pas d'argent. Il amassait de la liberté. Daniel choisit ses mots avec soin, sachant que c'était un de ces moments qui façonnerait la vision du monde de sa fille. Chaque dollar qu'il ne dépensait pas était un dollar qui ne pouvait pas lui être enlevé. Chaque dette qu'il ne contractait pas était une chaîne qu'il n'avait pas à porter. Il se souvenait de ce que c'était que d'avoir peur, vraiment peur de tout perdre, et il ne voulait plus jamais ressentir ça. Alors il n'est pas mort riche, il est mort libre. Il y a une différence. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, Daniel sortit jusqu'à l'atelier. Le Farm était là, fraîchement reconstruit, prêt pour une autre décennie de travail. Le John Deere 4020, maintenant âgé de 43 ans, son moteur reconstruit 2 fois mais tournant toujours parce que l'ingénierie de qualité survit à la mode. Le matériel plus récent qu'ils avaient acheté au fil des ans, tout payé en espèces. Rien de financé. Et dans le coin, vide maintenant, l'espace où la Massey Ferguson avait siégé pendant 33 ans avant d'aller au musée. Daniel pouvait encore l'imaginer là, rouillé, rapiécé et laide pour quiconque ne connaissait pas son histoire. Belle pour quiconque la connaissait. Son téléphone vibra. Un texto de la conservatrice du musée. Fréquentation doublée cette semaine. Tout le monde veut voir la moissonneuse-batteuse qui a survécu. Je pensais que tu devrais savoir. Daniel répondit, c'est une moissonneuse-batteuse et elle n'a pas survécu. Mon père, si. Mais même en l'envoyant, il savait que ce n'était pas tout à fait vrai non plus. La machine, l'homme et les principes qu'il représentait avaient tous survécu ensemble, inséparablement, chacun n'ayant aucun sens sans les autres. 130 hectares sans dette depuis 1954. Une famille ininterrompue sur 5 générations. Une histoire assez puissante pour changer des vies des décennies après les événements qu'elle décrivait. Sarah apparut à la porte de l'atelier, sa silhouette se découpant sur la lumière du porche. « Papa, ça va ?» Daniel hocha la tête, bien qu'elle ne puisse probablement pas voir le geste dans l'obscurité. « Je pense juste à ce que nous allons dire à la prochaine génération. Ce que nous allons enseigner à tes enfants un jour. La même chose que papy t'a apprise. N'emprunte pas ce que tu ne peux pas rembourser. N'achète pas ce que tu ne peux pas réparer. Ne parie pas tout sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Ça, c'est le quoi. Mais qu'en est-il du pourquoi? » Elle vint se tenir à côté de lui, regardant l'espace vide où la moissonneuse-batteuse avait été, comprenant que l'absence pouvait être aussi significative que la présence, parce que le monde va continuer à nous offrir de l'argent facile, une croissance rapide et de nouvelles choses brillantes qui nous font nous sentir riches. Et nous devons nous rappeler que rien de tout cela n'a d'importance si nous perdons notre liberté dans le processus. Dehors, le tonnerre gronda au loin. Des orages de printemps se déplaçant à travers l'Iowa, apportant la pluie qui ferait pousser le maïs, poursuivant le cycle qui avait soutenu cette terre pendant plus d'un siècle et demi. Quelque part dans un musée en ville, sous des lumières soignées et derrière des cordes de velours, une vieille moissonneuse-batteuse rouillée était assise avec une plaque de bronze expliquant sa signification. Des milliers la verraient, liraient l'histoire, transmettraient la leçon. Mais ici, à la ferme, dans un vieil atelier qui sentait la graisse, la terre et le temps, le véritable héritage était plus simple et plus profond. C'était de connaître la différence entre ce que vous possédiez et ce qui vous possédait. C'était de comprendre que la taille importait moins que la survie.
C'était d'apprendre à voir de la valeur dans des choses que tout le monde négligeait. C'était le son d'un vieux Formule M démarrant un matin de printemps, son moteur se calant sur le même rythme qu'il avait eu pendant 62 ans. Un son qui disait « Nous sommes toujours là, toujours au travail, toujours libres ». Et dans ce son se trouvait chaque leçon que Tom Sullivan avait jamais enseignée, chaque principe qu'il avait jamais vécu, chaque choix qu'il avait jamais fait. Non pas conservé dans le bronze ou exposé derrière une vitre, mais vivant, fonctionnant et se transmettant de génération en génération comme la Terre elle-même. Cela nous amène à nous demander, à quelle fréquence confondons-nous la taille avec la force? À quelle fréquence prenons-nous la dette pour du progrès ou la croissance pour du succès? Dans un monde qui nous dit constamment de devenir plus grand, de dépenser plus, d'emprunter plus, que signifierait choisir la liberté à la place? Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez survécu à une crise financière en allant à contre-courant? Peut-être avez-vous choisi de rester petit quand tout le monde disait de voir grand. Peut-être avez-vous payé en espèces quand tout le monde finançait. Peut-être avez-vous tenu bon quand tout le monde disait de laisser tomber. Votre histoire est importante. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre non pas en étant le plus grand, mais en étant le plus têtu. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Rappelons-nous mutuellement à quoi ressemble la vraie force.